Bonjour, c'est Débriefing. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Comme chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Cette semaine, on a la nationalité. On dit que Katumbi est italien. Pour l'opposition, c'est la boîte de Pandore à ne pas ouvrir. Il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, il y a ce moratoire depuis presque 10 ans. Pourquoi pas la double nationalité comme dans la majorité des pays limitrophes? Par exemple, la polémique autour de la machine à voter, est-ce une réalité ou de la manipulation? À l'UDPS, l'élection de Félix Tshisekedi était quasiment prévisible. Est-ce que les déboires de Katumbi arrangent le candidat Félix Tshisekedi? La bataille autour du label UDPS, l'aile dirigée par Tibala continue d'espérer l'annulation par la justice des résultats du Congrès. Les plateformes qui pullulent, l'Ensemble pour le changement, Alternance pour la République, c'est comme un écran de fumée. En réalité, qui est avec qui? C'est la question à 100 francs congolais. Je suis avec Daniel Asselo, il est cadre de l'UDPS Limité. Monsieur Asselo, bonjour. Bonjour madame. C'est la première fois dans cette émission, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Tony Elouo, c'est un habitué de cette émission, il est porte-parole et secrétaire général de Liberté, le parti de Germain Kambinga. Bonjour monsieur Elouo. Merci, bonjour. On commence par la nationalité. Katumbi italien, pour l'opposition, c'est la boîte de Pandore à ne pas ouvrir. Katumbi italien ou pas, madame, le problème de nationalité ou de double nationalité se pose avec acuité dans notre pays. Il est quand même regrettable qu'à quelques mois des élections, on vienne rouvrir ces dossiers-là uniquement parce qu'il faut faire mal à un concurrent. Tout simplement. Sinon, pour nous, l'UDPS, Katumbi non pas congolais, Katumbi congolais, l'essentiel, si l'on veut être sérieux dans ce pays, qu'on rouvre les dossiers pour tout le monde. Et on va parler de Katumbi qui n'est pas congolais, mais les gens ont peur de parler. Allons dans l'armée, allons dans la police, allons dans les services de renseignement, au gouvernement, au Parlement. C'est plein partout. Et si l'on veut être sérieux, qu'on ne prenne pas seulement un cas isolé. On prend tout, on contrôle tout, et à ce moment-là, on sait qui est congolais, qui ne l'est pas, qui a droit à quoi, qui n'a pas droit à ceci ou cela. Voilà, pour nous les DPS, c'est comme ça. Nous n'avons peur de personne. Et nous disons, la question de nationalité, c'est une question de grande importance pour tout pays. On ne peut pas en parler seulement en ce qui concerne un seul individu. Donc, soit on n'en parle pas, soit on en parle pour tout le monde. On peut en parler, mais pas dans les contextes actuels. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'à un moment donné où il n'y a pas de doutes, où il n'y a pas de soupçons pour ceci ou cela, qu'on rouvre ces dossiers-là par un Parlement qui l'étudie et qui arrive à des conclusions. Parce que, vous vous rappelez bien, Étienne Tshisekedi est encore vivant. Depuis, avant les élections de 2006 d'ailleurs, le président Tshisekedi n'avait cessé de parler des recensements dans ce pays. S'il y a eu recensement, on ne pouvait pas arriver au jour d'aujourd'hui à des soupçons sur qui est congolais, qui ne l'est pas. Tony Elouo, c'est la boîte de Pandore qu'on ouvre là. Je pense que, vous l'avez dit vous-même, ce débat date de près de 10 ans. Et je pense que le président Caméré, à l'époque qui dirigeait l'Assemblée nationale, avait eu la sagesse de pouvoir demander ce moratoire tout simplement pour faire un toilettage et pour permettre une analyse qui serait objective. Parce que nous avons, au niveau de la législation constitutionnelle, mis une disposition qui avait des problèmes dans son application. Lorsqu'on parle de la nationalité congolaise exclusive, dans une réalité congolaise aussi mouvante et
extérieur, je dirais, dans la mesure où nous avons une très forte diaspora, nous avons aussi des mouvements de population très importants, la question devait et méritait tout son sérieux dans son analyse. Mais malheureusement, le moratoire, c'était un peu comme si on cachait de la poussière en dessous des moquettes. On n'a pas eu l'intelligence ou simplement l'urgence de pouvoir régler cette question. Et aujourd'hui, ça revient à 8 mois des élections. Serions-nous capables d'ouvrir cette boîte de Pandore? Je dis non. Serions-nous aujourd'hui capables de faire le grand déballage? Je dis non. Pourquoi? Parce que simplement, cela jetterait encore de l'huile dans le feu. Nous sommes déjà dans un climat qui est, je pourrais dire, outrancier, où la suspicion règne, où un simple bonjour peut être interprété comme une volonté de tricher. Donc à un certain moment, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Nous voulons des élections apaisées. Évitons aujourd'hui d'ouvrir des débats qui, malheureusement, nous entraîneraient dans une tension un peu à l'exemple de ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Moi, je me dis, évitons le schéma de l'ivoirité, évitons aujourd'hui cet ostracisme, évitons aujourd'hui de vouloir condamner, juger, je vais prendre les termes juridiques de mettre ici à côté. Nous sommes déjà dans l'accusation, nous sommes déjà dans le jugement et puis nous sommes déjà dans la condamnation. On dit qu'il ne sera déjà pas candidat pour parler de Moïse Katumbi. Alors qu'à ce moment, nous avons eu au niveau de la presse des informations qui ont fait état d'un renoncement de sa nationalité italienne. Nous comprenons aussi qu'il y a un processus pour regagner sa nationalité congolaise. Le débat serait de savoir où en est-il avec cette procédure, l'a-t-il entamé, à quel niveau se situe, et cela nous éclairerait sur les perspectives apaisantes qui nous permettraient d'éviter simplement un clash inutile à 8 mois des élections. Il faut savoir que beaucoup dénoncent cette sorte de deux poids, deux mesures parce que tout récemment, il y avait eu le cas Béassikou, par exemple, qui n'avait pas été accepté comme ambassadeur en Belgique, tout simplement parce qu'il était détenteur d'un passeport belge. Il y a Tony Boulamba, ancien gouverneur de l'Équateur, qui on avait fait son cheval de bataille, même si pour lui c'était obsessionnel sur 2 ou 3 cas. Il s'en prenait à Bouyamba, qui était, il n'y a pas longtemps, vice-ministre des Congolais de l'étranger, qui l'accusait également d'être détenteur d'un passeport étranger. Et on l'a dit à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, il y en a des officiels qui sont détenteurs de passeports étrangers. Et s'il faut effectivement trancher, il va falloir trancher une bonne fois pour toutes, lever une option une bonne fois pour toutes et lever définitivement ce voile. Pourquoi pas la double nationalité comme la plupart des pays limitrophes, par exemple, ou le passeport SADC, ou rêver d'un passeport CPGL? Oui, madame. Ici, nous ne pouvons émettre que de souhaits. C'est à titre individuel, tout simplement. C'est une question d'intérêt national qui ne peut pas être réglée sur un plateau de télévision. Sinon, que des gens qui viennent vers vous, c'est pour donner leurs opinions. Je dis en tant qu'avocat, en tant que juriste, c'est une question d'intérêt national. Elle est de la compétence d'un Parlement. Le Parlement actuel, sans légitimité. Toutes les institutions, sans légitimité. Qui va parler, qui va régler cette question au jour d'aujourd'hui? C'est pourquoi nous disons, au lieu d'en parler maintenant, au lieu de ressusciter ce débat, tout simplement parce qu'on ne veut pas d'un individu, allons aux élections avec tout le monde. Allons aux élections avec tout le monde. Les institutions à venir vont traiter de la question. Si ces institutions à venir lèveront quelle option selon vous? Le monde évolue, le monde avance, il faut s'ouvrir au monde dans la plupart des pays. L'un est à la double, à la triple nationalité même. Oui, madame. Vous savez, il y a de pays qui sont bien organisés, qui sont bien gérés. De telle sorte qu'ils peuvent permettre autant de nationalités, ça ne poserait aucun problème. Voilà, le nôtre, vous et moi, il est comment au jour d'aujourd'hui? Tout le monde entre de partout. Ça, c'est un souhait, quand moi. Je vous ai dit que c'est un souhait. À traiter par les futures institutions. À traiter par de futures institutions. Selon vous. Si à ce moment-là, les institutions estiment que le pays est dans des conditions de pouvoir permettre à un Congolais de détenir 2 ou plus de 2 nationalités, on va s'incliner. On va s'incliner. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile.
C'est difficile, madame. Ok. Il faut projeter. Tony Elo, il faut attendre. Hein. Par conviction, moi je suis pour la double nationalité. Pourquoi? Parce que je crois que cela nous ouvrirait à de meilleures perspectives de développement économique et cela nous ouvrirait également à cette diversité qui permettrait à notre nation de développer une croissance économique interne qui est très important. On le voit dans d'autres cieux. On voit comment est-ce que la diversité arrive réellement à apporter le boom local qui permet un développement rapide économique. Nous sommes entourés de 9 voisins. Nous sommes aujourd'hui un des pays qui a la plus forte diaspora dans le monde. Nous sommes les Congolais, nous sommes partout. Et aujourd'hui, c'est près de trois générations déjà qui se retrouvent à l'extérieur de ces enfants qui n'ont jamais connu, qui ne sont jamais venus dans ce Congo, mais qui simplement partagent ce lien filial. Et on ne peut aujourd'hui occulter cela. On ne peut aujourd'hui dire à ces enfants qui ont leurs origines au plus profond de ce Congo, de leur dire que vous ne pouvez pas être congolais à cause d'une disposition. Mais par conviction, si je dis qu'il faudrait, de façon plus sérieuse, mettre les verrous nécessaires à certaines fonctions, notamment la fonction présidentielle, on le voit ailleurs, il faudrait que le législateur, le futur législateur, arrive à mettre les verrous au niveau de la cession ou l'ascension à cette fonction-là présidentielle pour que nous ayons... je parlerai de ma conviction, avoir un Congolais d'origine qui pourrait briguer la fonction présidentielle, d'avoir un Congolais qui n'aurait pas une binationalité, une trinationalité, c'est par conviction, parce que je me dis qu'il y a un moment, le sort des milieux congolais ne peut être départi simplement par quelqu'un qui serait partagé de par son cœur par plusieurs nations qu'il garderait. Donc je me dis personnellement et à titre individuel, ce serait construire la nation que d'aller sur cette approche-là. On va passer à la machine à voter. Même si pour chuter, je voudrais dire que c'est absurde de voir combien beaucoup de familles sont sans dessous. Un enfant né aux États-Unis ou en France, par exemple, ne peut pas être congolais, quoique né de parents congolais. C'est assez absurde. Machine à voter, cette polémique, est-ce une réalité ou de la manipulation? Madame, vous êtes en train de lire et sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train d'en parler dans vos chaînes, télévision, radio, ainsi de suite. La question se pose. Aujourd'hui, c'est l'ambassade de la Corée du Sud qui émet de sérieuses réserves sur l'utilisation de la machine à voter dans notre pays. Pour l'UDPS, il n'y a pas longtemps, elle avait répondu par une délégation à l'invitation de la CENI sur la question de la machine à voter. Les délégués de l'UDPS à cette rencontre avaient soumis une quarantaine de questions à la CENI. Et jusqu'à ce jour, l'UDPS attend la réponse de la CENI pour dire oui ou non, il faut utiliser cette machine-là. Pourquoi nous disons à ce jour oui ou non? Madame, pour l'UDPS, si ces machines ne consisteront qu'à imprimer les bulletins de vote sans qu'elles ne servent comme voie par laquelle on devra communiquer les résultats des élections, nous dirons dans une certaine mesure, oui, je pense que je me fais comprendre. Si cette machine-là permet à l'électeur congolais tout simplement d'appuyer et de sortir la carte, le bulletin de vote de son candidat et le verser dans l'urne, on peut y aller. Ça, vous êtes d'accord? Mais si cette machine va servir à la transmission électronique des résultats des élections, l'UDPS dit non. Et parce que la CENI n'a pas encore répondu à nos questions, madame, je vous dis, pour l'UDPS, ces machines ne sont pas à être utilisées à ces élections ici. Okay. Et nous allons nous battre pour ça. Tony Elo, est-ce que vous comprenez leurs doutes?
Je comprends et je pense que je salue même l'initiative qu'ils ont eu à prendre lorsqu'ils avaient été invités de remettre ce questionnaire. Je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il était très technique, très pertinent aussi. Donc je pense que la CENI nous aiderait tous si, par le biais de l'initiative de l'UDPS, nous arrivions à avoir les réponses qui ont été soumises via ces questions. Bon, moi j'ai eu le privilège, ma plateforme, donc le centre, nous avions eu le privilège de recevoir le président de la CENI dans nos locaux. Il nous avait fait une première démonstration. Je l'ai moi-même expérimenté. Il est vrai que, comme simple citoyen, j'avais les mêmes doutes, j'avais les mêmes questions. Le président de la CENI avait, lors de cet exercice-là, tenté de nous apporter ces réponses-là, notamment sur l'utilisation, la fiabilisation des données, même la protection de ces données par la suite, la question même du serveur, ainsi de suite. Donc nous avions eu un grand satisfait. Certes, la question politique, elle demeure. C'est déjà de créer le consensus politique qui serait nécessaire à l'utilisation de cet outil électoral, parce que c'est là où le bas blesse, c'est que nous avons le sentiment qu'il y a un blocage au niveau politique. C'est que nous avons une opposition qui de plus en plus se renferme, une opposition qui de plus en plus s'extrémise de par ses propos et de par ses positions. Je suis le MLC, je suis l'UDPS, je suis l'UNC. Nous sommes vraiment dans un schéma catégorique où des élections, oui, mais sans la machine à voter. De l'autre part, vous avez une majorité qui, elle, veut se faire la première défendresse de la CENI et de la machine à voter, peut-être par conviction ou simplement pour faire mal aux autres. Mais nous sentons que le débat est bien bas parce qu'on occulte les véritables questions. On avait demandé à ce qu'il y ait une certification, on avait demandé à ce qu'il y ait aujourd'hui des réponses techniques, on avait demandé à ce qu'il y ait un consensus autour de cette question. Allons sur ces schémas-là. N'allons pas, malheureusement, sur les petits détails qui risqueraient d'occulter l'essentiel. L'essentiel pour les Congolais, c'est d'aller aux élections le 23 décembre. L'essentiel pour les Congolais, c'est que ces élections ne nous coûtent pas les yeux de la tête, que nous ne dépensions pas pour dépenser, mais que nous arrivions réellement par un système transparent à faire des économies, parce que c'est ça ce que nous attendons. Vous êtes passé par un test sur ces machines. Oui. Est-ce que ce test a répondu aux questions de maître Acelo de l'UDPS? Cette machine, elle imprime seulement ou elle transmet les résultats au serveur central? Il y a deux parties. La première partie, c'est au niveau de l'impression, déjà du vote, donc je dirais du choix par le lecteur de son candidat. Cela se fait électroniquement. Vous allez devant l'écran, vous choisissez et votre choix est imprimé via ce bulletin de vote. Par la suite, vous mettez ce bulletin de vote dans l'urne. Voilà pourquoi on dit que cette machine à voter ressemblerait plus à une imprimante, parce que vous choisissez votre candidat, il l'imprime et il le met dans l'urne. Maintenant, la question qui demeure, c'est celle qui est évoquée par l'UDPS, c'est celle de savoir est-ce que au niveau de cette machine, les informations qui sont produites sont-elles relayées directement au serveur? Est-ce qu'il y a une sécurisation de ces informations et de ces données? Quel sera le lien entre les bulletins mis dans l'urne et le comptage qui est fait? Parce qu'effectivement, il y a un comptage au niveau de la machine à voter, parce qu'à chaque électeur qui passe, il y a un comptage qui est fait. Donc, et cela imprime même un procès-verbal qui est signé par la suite et comparé. Nous avions des doutes, nous avions posé la question de savoir quel serait le jugement de la CENI entre le comptage manuel des bulletins de vote et l'enregistrement automatique des comptes au niveau de la machine. Le président de la CENI nous a garanti qu'en cas de différence des résultats, on tiendrait compte du vote manuel, donc des bulletins. Donc, à un certain moment, nous ne pouvons que faire foi. Monsieur Alessou, à l'UDPS, on tient uniquement au dépouillement mécanique. Nous tenons uniquement au dépouillement manuel. C'est par expérience, madame. C'est par une malheureuse expérience. Tenez, nous sommes en novembre 2011. Les élections se passent. J'étais candidat de l'UDPS dans la circonscription de la Lukunga. Ce que nous avions comme résultat manuel publiés dans des centres ont été fortement tronqués par la CENI. Le soir, et rappelez-vous que le président de la CENI d'alors est même sorti pour dire qu'il suspendait l'affichage des résultats des élections. Et c'était pour leur permettre à eux de recevoir
de manière électronique les résultats. C'est ce qu'ils ont fait. Et cela nous a posé problème. Et notre candidat président de la République, Feu Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire, et nous-mêmes les candidats, et pas seulement nous de l'UDPS, ça a préjudicié autant de Congolais candidats à ces élections-là. C'était pour permettre la tricherie. Et nous disons, cette tricherie par cette machine, ça nous étonne que dans ce pays, madame, tout ce que la CENI dit est apprécié très positivement par toute la majorité. Tout ce que la CENI dit. Donc, au niveau de la majorité présidentielle, la CENI, c'est du parfait. La CENI, c'est du parfait. Il n'y a rien, rappelez-vous, à aucun moment, un élément de la majorité présidentielle est sorti sur une chaîne de télévision pour dire nous ne sommes pas d'accord avec la CENI sur ce point de vue. Rien. C'est parce qu'ils savent que tout ce qui est en train de se faire, c'est à leur profit. Et nous allons regarder, nous disons non. Par expérience malheureuse de 2011, nous n'allons pas permettre à nous n'allons pas nous permettre, nous, d'assister, de participer à une tricherie déjà relevée comme de grande échelle. Nous n'allons pas permettre ça, madame. Voilà pourquoi nous disons, c'est manuel. C'est fini. Okay. Puisque vous faites référence aux résultats de l'élection présidentielle de 2011, je me rappelle que les observateurs internationaux ont été arrivés à la conclusion qu'il y a eu des irrégularités, c'est vrai, mais qui n'étaient pas susceptibles d'entamer l'ordre des candidats. Des candidats. Oui, madame, parfaitement d'accord avec vous. Je suis membre d'une délégation de l'UDPS. En 2012 déjà, au début. C'était pour rencontrer une délégation de l'Union européenne. Nous discutons sur ces élections-là. Vous savez, à la fin de compte, le président de cette délégation nous a regardés. Il nous a dit, messieurs, vous avez raison. C'est votre président qui est passé président de la République. Mais malheureusement, la communauté internationale n'est pas prête à pouvoir vous accompagner dans votre démarche de récupération de l'impérium. Et depuis ce jour-là, moi, Maître Asselo, je n'ai plus parlé de l'impérium envisagé par le président Tshisekedi. Parce que ceux dont vous parlez nous ont regardé dans les yeux. Le secrétaire général, Maître Chabani et les autres, tous, nous avions décidé de ne plus en parler parce que ceux dont vous parlez là nous ont dit c'est votre président qui est passé président de la République. Mais ils ne sont pas prêts à le soutenir. Mais ça a changé tout de suite, hein, parce que depuis un moment, la communauté internationale est avec vous. Est avec nous pour faire quoi, madame? Soutenir la candidature d'Etienne Tshisekedi, soutenir l'accession d'Etienne Tshisekedi au pouvoir jusqu'à sa mort. Non, oui. Madame, je vous parle de choses qui ont suivi la proclamation des résultats des élections. Et après, c'est Etienne Tshisekedi, par rapport à son poids politique, qui a décidé de pouvoir réclamer le respect des résultats des élections. Ce n'était nullement une affaire de la communauté internationale. Vous avez vu qui venir dans ce pays pour dire Tshisekedi a été élu président de la République. Bon, j'essaie de comprendre, c'est la même communauté internationale qui s'en prend au régime de Kabila, qui est en relation difficile avec lui. Bon, j'arrive pas. Ils sont en difficulté quand on sait qui concerne leurs intérêts respectifs. J'arrive pas à comprendre. Kabila a le sien, eux ils ont les leurs. Ils n'arrivent plus à s'accorder sur les intérêts. C'est comme ça que vous le voyez. C'est des gens quand même, il faut respecter les Occidentaux à un moment. C'est quand même des gens qui ont de l'esprit. C'est quand même des gens sérieux quelque part, malgré que les intérêts les dérangent beaucoup jusqu'à venir nous emmerder en Afrique. Mais madame, aucune délégation de l'Union européenne venue officiellement ici déclarer en République démocratique du Congo publiquement son soutien à Etienne Tshisekedi pour
la revendication de sa victoire à l'élection de 2011? Personne. Donc, Etienne Tshisekedi et nous-mêmes, nous nous sommes battus pour ça. Et à un moment donné, pour l'intérêt de ce pays, Tshisekedi a dû comprendre qu'il fallait quand même protéger l'intérêt général, jusqu'à accepter un dialogue. Voilà tout. C'est à ce moment-là seulement que Tshisekedi a dû arrêter avec l'impérium. Voilà. Si ce que vous dites est vrai, on comprend que la France-Afrique demeure. Hein. Le néocolonialisme se porte bien, à chacun ses intérêts. Oui. On va passer à cette élection de Félix Tshisekedi. Hein. C'était prévisible, hein. C'était couru d'avance. C'était quoi, 98%? Vous avez accueilli ça comment? À peu près. Mais vous me permettez quand même de répondre, de faire une petite analyse par rapport à ce que vient de dire Maître rapidement. Vous savez, moi, mes parents m'ont appris que lorsque vous savez que quelque chose est juste, il faut le défendre jusqu'au bout. Je suis de ceux qui croient qu'effectivement, Maître a mal agi, à mesure où il dit qu'il a abandonné la lutte pour l'impérium, alors que vous saviez, si vous saviez, vous étiez convaincu que vous aviez gagné ces élections, il fallait aller au combat jusqu'au bout, il fallait défendre cette vérité que vous connaissiez, que vous, malgré bien évidemment la vie occidentale. Parce que vous savez, parmi les démons qui hantent la RDC, c'est ce démon-là de la soumission occidentale qui pousse nos politiques à croire que ce que dit l'Occident, ou parce qu'une ambassade fait un communiqué, ou parce qu'il discute dans un bel hôtel de Kinshasa avec X ou Y, parce qu'il est occidental, parce qu'il est ceci, cela donne force de loi et cela nous obligerait, nous, à nous imposer. Je pense qu'au moins, si on peut avoir des atomes crochus avec certaines personnes, ce serait sur notre volonté d'autant plus qu'ils sont devenus très amis avec l'Occident. Vous savez, l'Occident, c'est un jeu d'intérêt. Donc, dans une certaine mesure, on les utilise aujourd'hui, on les jette demain. Donc, il faut être conséquent par rapport à ça. La politique, elle se fait avec nos compatriotes. C'est de convaincre les Congolais, c'est de leur dire nous avons le meilleur programme, où nous avons gagné ces élections, voici les preuves que nous avions. Et je pense qu'il y avait des moyens de recours. Certes, nous ne sommes plus à ce débat-là. Aujourd'hui, le débat a changé. Nous sommes dans la préparation des élections. Nous devons tous, de façon sereine, nous préparer à ces élections, éviter les erreurs du passé où il y avait une caporalisation des chefs politiques qui devaient aller se faire encenser, se faire soutenir par X et Y. Aujourd'hui, l'impérium, nous l'aurons par les élections, nous l'aurons aujourd'hui par cette compétition qui sera ouverte, et ça sera la souveraineté du peuple qui s'imposera, ça sera les candidats du peuple qui imposeront leur choix. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi, je m'en suis félicité, je l'ai félicité personnellement, parce que je crois que la démocratie a mûri, parce que je pense que c'était la première fois, ou c'est la première fois aussi qu'il y ait cet exercice-là de désignation aussi ouverte, qu'il y a eu même un débat, et il y a eu l'élection via les congressistes qui ont participé aujourd'hui à cet homme président de l'UDPS. Félicitations à lui. J'espère que cet exemple sera suivi par beaucoup. On attend le congrès du PPRD, on attend pour avoir enfin le fameux dauphin, on l'attend. On attend les congrès des autres partis et des autres plateformes. Nous espérons effectivement que nous pourrions nous inspirer du bon modèle de l'UDPS. Les déboires de Katumbi, ça arrange le candidat Félix Tshisekedi, non? Candidat président? Oui, madame. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais rassurer mon co-débatteur en lui rappelant. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas dans le MLC, mais son président actuel était dans le MLC lorsque Jean-Pierre Bemba avait estimé, à l'issue des élections de 2006, que c'est lui qui était président élu. Et rappelez-vous, je lui demande de se rappeler que dans cette ville, on avait compté des morts. Et tout de suite là, Jean-Pierre Bemba avait décidé d'arrêter. Lui qui avait des armes face à Joseph Kabila. On lui vole, d'après lui, sa victoire. Il fait mourir des gens dans la ville de Kinshasa. Et vite, il arrête la revendication de sa victoire. Qu'il nous demande à nous, si nous étions convaincus que Tshisekedi était élu président de la République, de faire 5 ans de revendication. Non. Tshisekedi était un grand. Tshisekedi mettait toujours
l'intérêt supérieur de cette nation avant les intérêts de son parti et avant ses intérêts personnels. Voilà pourquoi, autant d'années après, Tshisekedi a dû arrêter. Nous lui avions fait voir que nous ne pouvions plus continuer avec ça. Il y avait moyen qu'il prenne le dessus sur la scène politique congolaise. Le président Tshisekedi l'a fait en réunissant toute l'opposition à ses côtés jusqu'à amener ce peuple ou l'opposition à un dialogue à l'issue duquel je constate heureusement que son centre est né. Et donc c'est une bonne chose parce qu'il parle des élections apaisées, ceci, cela. Mais pour avoir ces élections apaisées, il fallait que quelque part on puisse éteindre les feux. Et ce feu qui a été éteint, c'est ce que nous pouvions faire comme revendication continuelle de la victoire de Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2011. Cela dit, les démêlés judiciaires de Katumbi, ça vous arrange? Judiciaires de Katumbi préoccupent l'UDPS. Au lieu de dire que ça nous arrange, ça préoccupe l'UDPS. Pourquoi je dis ça préoccupe l'UDPS, madame? Je reviens toujours en 2011. Nous allons aux élections. Les souhaits des gens étaient que l'opposition se retrouve ensemble pour avoir un candidat unique. Mais par rapport au vagabondage politique qu'on a toujours connu dans ce pays, l'UDPS et Tshisekedi avaient pris de dispositions psychologiques et politiques pour ne pas accepter qu'il y ait tout le monde. Parce qu'en fait, nous à l'UDPS, nous disons quoi? Même quand on vient avec le système actuel de regroupement pour faire ceci ou cela, l'UDPS se dit en elle-même, elle est une plateforme. L'UDPS en elle-même est une plateforme, madame. Et même à ces élections, nous pourrions aller seuls. De telle sorte que les démêlés judiciaires de Katumbi ne peuvent constituer à jamais pour l'UDPS parce que c'est une injustice. C'est une injustice. Nous pouvons gagner ces élections même face à Katumbi. Que ça ne peut pas nous déranger. Parce qu'il est candidat aussi. Oui, il est candidat, il y en aura d'autres. Félix Tshisekedi est candidat. Félix Tshisekedi est candidat. Ce n'est pas une résolution de ce congrès. Il est notre candidat à l'élection présidentielle. Alors ça sera Félix Tshisekedi ou rien? Non, nous ne disons pas ça. Nous sommes en politique. Comment nous allons dire Félix Tshisekedi ou rien? Nous disons c'est notre candidat président de la République. Et tout ce que nous allons faire demain, c'est d'inviter les autres à venir vers nous. Parce que même dans les contextes actuels, aller au Parlement, vous allez constater que nous avons fait élire, si je ne me trompe pas, 43 députés. Et donc, c'est la plus grande force de l'opposition institutionnelle. Même si nos amis députés se sont rebellés. On fait ce qu'ils ont voulu faire. Mais au moins, vous leur en voulez tellement qu'ils n'ont pas voté au Congrès. Au moins, ils n'ont pas voté au Congrès. Non. Ils n'ont pas voté. Au Congrès, les gens ne viennent pas comme des gens qui vont au marché. Ceux qui ont siégé au Parlement n'étaient pas au Congrès. Au Congrès, ce sont des invités. Vous n'êtes pas invité, vous ne votez pas, vous ne venez pas. Okay. Vous entrez par tricherie, par respect, les gens vont constater que vous êtes dans la salle. Et au lieu de vous déranger, on vous laisse parcourir les ruelles de la salle. John Kolela, par exemple, n'a pas voté. Il est dans cette catégorie-là. Oui, je vois. Ce n'est pas un député expert de l'UDPS. C'est un député. C'est-à-dire? Il a été élu sur notre liste, on le respecte, il a fait le choix qu'il a fait. Ce n'est pas un problème. Alors, il est de l'UDPS ou pas? Il est parmi les députés qui ont été sanctionnés par l'UDPS. Non, je repose ma question. Ces gens-là qui ont siégé contre l'avis du parti, sont-ils toujours de l'UDPS ou pas? Tant que le parti qui s'était réuni pour décider du constat de leur départ ne l'a pas encore fait, je ne sais pas comment je peux me permettre de vous dire qu'ils sont de l'UDPS. Mais ils ont le droit de pouvoir continuer à se le réclamer.
Donc, il y a là un dossier interne que l'UDPS, comme nous avons un président élu, nous avons des structures qui sont en train d'être mises en place. Nous allons voir à un moment donné quoi faire s'il y a des gens, parce qu'il y en a, madame, qui ne peuvent plus. Plus de 40. Mais il y en a qui ne peuvent plus venir vers nous. Ils sont plus de 40. Comme Sami Badibanga, par exemple. Qu'est-ce qu'il représente encore dans les circonscriptions? Plus de 40. Sami Badibanga, il peut venir ou pas? Il a déjà créé un parti et même un regroupement. Non, donc, je ne sais pas, copain, allié? Non, non. Allié? En famille, le soir. Allié politique? Non, dans un restaurant. Okay. On se rencontre. Il a déjà fait, dans le contexte actuel, je crois qu'il s'est déjà rendu chez le MLC, si je ne me trompe pas, le MLC ou les Palous. Ils ont déjà fait un regroupement. Faudra-t-il encore faire partie de plusieurs regroupements pour aller aux élections? Il continue à faire son choix. Ok, on va en parler des plateformes tout à l'heure. On va un tout petit peu voir cette guerre autour du label UDPS, Djibala, qui continue d'espérer que les résultats du Congrès seront annulés, alors que tout le monde a appelé à la réunification au sein de l'UDPS. Elle s'éloigne de plus en plus avec cette bataille autour du label. Je pense que c'est désolant le spectacle que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce qu'il jette un discrédit dans le combat de vie de plusieurs millions de personnes qui ont cru en ce mouvement de liberté déjà à partir des années 80. Il jette un discrédit pour les pères fondateurs de l'UDPS dans leur diversité et leur séparation, et ceux qui ont gardé le combat, le flambeau du combat, et même pour ces combattants qui ont été à la première rangée de la bataille pour préserver les idéaux de ce parti, qui jusqu'à aujourd'hui tiennent ferme les idéaux du parti. Donc à un moment, je pense que le nouveau président qui vient d'être élu a le premier chantier sur lequel il devrait travailler, c'est sur la réunification de cette UDPS-là. Il faudrait réellement faire taire les égos, il faudrait réellement, si l'UDPS veut gagner les élections comme elle se le dit, parce que n'est pas président de la République qui veut, mais qui peut. Donc pour le pouvoir, il faudrait à un moment être capable de réunir déjà autour de sa famille politique naturelle, de réunir, même aller chercher les brebis galeuses, même ceux qui se sont illustrés par les pires diatribes sur le parti. Il faut aller les prendre, il faut aller les chercher pour réunifier cette machine, pour la créer, pour la relancer, parce que sans cela, il est impossible, ça je vous l'assure, maître, il vous est illusoire de croire que si vous allez ainsi sur les démons de la division, croire que vous seriez capable de gagner quelques circonscriptions déjà à Kinshasa et même ailleurs, et voire même le siège présidentiel. Alors, il faut souligner que le CNSA avait recommandé au compte Djibala Loseke de créer un nouveau parti, de choisir un nouveau nom, même recommandation à Corneille Moulumba et à Valentin Moubaké. Et c'est en principe cette semaine que le tribunal de grande instance de Matete va se prononcer sur cette requête du compte Djibala qui avait attaqué en faux la décision signée par le secrétaire général de l'UDPS convoquant le congrès du parti. On en arrive à ces regroupements ensemble pour le changement, alternance pour la République, etc. Est-ce que vous vous y retrouvez? En réalité, qui est avec qui? L'UDPS est avec elle-même. Je prends bien note de conseils que me prodigue sur ce plateau mon cher ami, mon voisin. Mais vous savez, on doit savoir ce que l'on veut. Nous sommes un parti politique. Les pères fondateurs de l'UDPS ont pensé faire de ce parti un grand. Ils l'ont fait. Mon cher frère, l'UDPS, contrairement à la plupart de ces petits partis politiques qu'on connaît dans ce pays, l'UDPS, c'est un esprit. J'ai toujours dit aux gens, vous voulez de la disparition de l'UDPS? Très bien, tuez l'enseignement dans ce pays. Tuez toutes les universités dans ce pays. Vous réussirez la disparition de l'UDPS. Pourquoi nous disons ça? Parce que l'UDPS défend des valeurs humanistes.
qui sont apprises à nos enfants à l'école primaire, secondaire et à l'université. Et quand un enfant franchit les étapes de son cursus scolaire, universitaire, il apprend ce que nous prêchons à l'UDPS. Voilà pourquoi ils viennent toujours en nombre. Et donc c'est difficile de rêver que parce que Maître Asselo a décidé de partir de l'UDPS, que l'UDPS ne gagnera pas de siège. Il faut reconnaître que l'UDPS n'est plus l'UDPS d'il y a quelques années. Les appels à la vie morte, les appels à manifester ne sont plus suivis avec la même ardeur, la même dévotion qu'auparavant. Vous voudriez dire par là, madame, que ceux qui ne répondent plus aux appels à de villes mortes ou à des manifestations publiques ont décidé de quitter l'UDPS. Non, je ne pense pas à une telle analyse. Serait manifestement erronée. Mais vous n'êtes là qu'en train de présenter une situation. Ce n'est pas que vous, là, vous commettez une erreur. Il n'y a rien. Tous ces Congolais ne jurent que par l'UDPS. Ils se retrouvent encore dans notre discours. Ils se retrouvent dans ce que nous sommes en train de leur dire. Voilà votre vie sociale. Voilà comment vous devriez être ici pour ressembler à vos concitoyens ou aux autres citoyens du monde. Cela n'a pas encore changé. Il y a le régime Kabila qui est là depuis des années. Presque 20 ans déjà. Aucun changement. Aucun changement pour que le discours de l'UDPS pour ce peuple soit détourné. Je parlais plus de la capacité de mobiliser. Ce sont plus les laïcs catholiques qui mobilisent maintenant. Ah, voilà. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'il y a eu dernièrement entre catholiques et l'UDPS. 50-50. C'est vous qui en parlez. Mais madame, je vous dis ceci. Ce n'est pas un problème de capacité ou d'incapacité. Lorsque, dans ma maison, on appelle à une marche, 3 personnes sortent, 2 reviennent. On apprend quoi à la maison? Rossi Mukendi est tué. Vous voudrez penser vraiment qu'à la prochaine marche pacifique appelée par l'UDPS, le papa de Rossi Mukendi pourra dire à ses enfants, sortez. C'est parce que le pouvoir a utilisé une stratégie. À chaque manifestation publique, il faut tuer au moins 5 personnes. Tuer pour que les gens aient peur. Non, la même police qui a dit qu'elle fait 0. Pour qu'on ne tire pas à balles réelles sur les manifestants. Voilà, 0. On a dit mort 0. Okay. Mais nous attendons enterrer. Okay. Alors, il nous reste 3 minutes. Un mot sur les plateformes. Je pense qu'il est très important, et ça, je réitère mon appel, maître, pour vous dire qu'une maison qui est divisée en elle-même, elle est appelée à disparaître. Vous devez être assez honnête pour dire que vous ne pouvez pas vous cacher derrière les répressions pour justifier le manque de lisibilité qu'a la population aujourd'hui sur le cheminement politique de l'UDPS. L'UDPS nous a gâtés avec un Sami Badibanga, Premier ministre. L'UDPS nous gâte, nous gave même grâce à la primature de M. Bruno Tshibala. Donc à un moment, vous savez, il y a un problème de lisibilité, on se perd, il y a des lignes qu'on ne comprend plus, il y a une confusion, il y a un désordre interne. Voilà pourquoi il serait nécessaire pour l'UDPS de comprendre qu'il faut se restructurer, qu'il faut se réorganiser, se réarmer idéologiquement, aller apprendre de vos combattants qui sont restés les plus fidèles, qui sont restés les plus cohérents dans la démarche de l'UDPS, dans la démarche des pères fondateurs. Arrêtez les parures, concentrez-vous sur l'essentiel, préparez-vous aux élections. Maintenant, par rapport aux plateformes, madame, je vais terminer. Je pense que c'est un bel exercice. Il faut se mobiliser. Maintenant, la difficulté, ce serait d'avoir des super-hommes qui
regrouperaient autour d'eux des individus. Il faut, et je l'espère, que comme le centre, que nous puissions voir des regroupements se faire autour d'un programme, autour de valeurs, autour des idées, et non pas autour des hommes, non pas autour des opportunistes, non pas autour des couloirs à Paris, à Washington, ou peut-être à Séoul cette fois-ci. Il faudrait, plus sérieusement, que les regroupements se fassent autour de valeurs communes qui seront défendues dans l'arène politique, qui seront défendues dans les campagnes politiques, pour nous permettre au peuple de faire un choix qui sera conséquent. Il s'agit de 5 ans, des 5 prochaines années. Nous devrons confier cela à des regroupements politiques qui seront à crédibilité dans leurs propositions et qui pourraient ne pas se compromettre, se voir compromettre par des petites facilités. On va terminer par Eliezer Tamboué, présentateur de l'émission Tokomi Wapi, arrêté depuis le lundi 2 avril, traîné en justice par le gouverneur du Kasaï oriental. Il y a eu une émission où Eliezer Tamboué l'a accusé, selon ses avocats, d'escroquerie, de fraude, de trafic d'influence, d'enrichissement illicite, d'enrichissement sans cause, de séjour régulier répété à Kinshasa. Et dans cette émission, on dit qu'il aurait extorqué, le gouverneur aurait extorqué un diamant de 35 carats à un creuseur appelé Olomi Owodi. Et ça pose la question donc de la liberté de presse, de la dépénalisation des délits de presse. Et c'est assez délicat. Ces avocats ont demandé une mise en liberté provisoire, on vous dira, puisque la prochaine émission c'est la semaine prochaine, on vous dira comment ça va se passer en attendant. C'est ce que vous l'apprendrez par le JT de Biwan et par d'autres médias. Merci d'avoir été des nôtres. Daniel Asselo était avec nous, il est cadre de l'UDPS, il est avocat. Tony Elou, porte-parole et secrétaire général de Liberté, le parti de Jean-Romain Kambinga. Leur plateforme, c'est le centre. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous. Le prochain débriefing, c'est la semaine prochaine. On va se quitter sur le selfie, comme d'habitude. Je viens vers vous. Oups. Je peux me mettre au milieu. Pardon. On est sur cette caméra. Oups. Regardez le téléphone, s'il vous plaît. Pourquoi je n'ai pas tout le monde? On fait ça. De toute façon, le selfie, on le prend là-bas. On fait ça. On regarde le téléphone.